Bonjour et bienvenue dans le 11 endiablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Comment ça va Chris ce soir ? Bah écoute, on est de retour pour un petit épisode, on va dire habituel. Un petit classique. Un petit audio. Ouais, Voilà. un petit Alors audio. on espère toujours vous proposer de plus en plus de vidéos et on y travaille. Des choses arrivent, peut-être pour les prochains épisodes, à voir. À voir. On rappelle le concept quand même pour les gens qui nous rejoindraient toujours, parce qu'on a une petite audience qui grandit quand même petit à petit, on est content, ça fait plaisir. Surtout, merci surtout à grâce vous. à la vidéo et oui, merci à vous tous. Hein. Oui. Le 11 endiablé, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On passe en revue leur actualité en championnat et en club. Et à chaque épisode classique, on vous propose notre 11 de la semaine, le 11 qui pour nous serait le meilleur en vue des matchs à venir de la Belgique. Et là, on parle en ce moment de la Ligue des Nations surtout. Voilà. Avant, on disait aussi qu'on se mettait dans la peau de Domenico Tedesco, C'est bien mais On va vu de peut-être ses pas trop se dernières mettre dans sa performances, on n'a peut-être pas envie d'être dans sa peau et on va plutôt être dans la nôtre. C'est ça, on va plutôt vous proposer notre point de vue, on va faire notre petit tour d'Europe. On va retrouver, comme on le disait tout à l'heure, un format un petit peu classique. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver notre dernier épisode. C'était lors du match France-Belgique. On avait fait un épisode spécial sur YouTube, du coup, vidéo, live, react, présentation et live react du match. Important de rappeler parce qu'on fait aussi une petite présentation du match. Là, on retourne sur un épisode plus classique, mais les deux autres épisodes sont consultables, évidemment, sur nos différentes pages, réseaux sociaux, YouTube, etc. Oui, et même s'ils arrivent un peu plus lentement, on essaie toujours aussi de faire la passerelle pour vous qui nous écoutez en audio, c'est-à-dire d'avoir aussi ces reacts, débriefs disponibles aussi en audio sur toutes les plateformes. Exactement. Petit programme du jour, ça va être assez simple parce que les derniers matchs c'était il y a tout juste 2 semaines quand même. Donc on va revenir sur l'actualité des Diables Rouges sur ces dernières semaines dans les grands championnats européens. Et on va faire un petit peu le tour des joueurs qui étaient appelés par Domenico Tedesco lors du dernier rassemblement. On va parler aussi d'autres joueurs bien évidemment, mais on va surtout se concentrer sur cela. Et on va d'abord faire notre petit tour d'Europe. On aura ensuite notre 11 de la semaine. Une grosse question pas très difficile à deviner, vous verrez tout à l'heure. Et des arrêts de jeu. C'est parti, jingle ? Let's go pour le Tour d'Europe. Donc pour ceux qui nous ont déjà écoutés, on commence toujours par l'Angleterre parce que c'est là où il y a le plus gros contingent finalement de joueurs belges. Et en Angleterre, on est obligé de parler de Kevin De Bruyne et de Jeremy Doku à Manchester City. Bah oui, on commence un peu dans l'ordre, on va dire du classement presque, on pourrait dire. Oui, c'est presque classé comme ça, on va pas se mentir. Kevin De Bruyne qui est blessé en ce moment, qui s'est blessé pendant les matchs de Ligue des Champions, donc de la semaine dernière. On enregistre aujourd'hui le 24 septembre, c'est important de préciser, qui s'est blessé en Ligue des Champions, qui était pas là pour le choc face à Arsenal ce week-end en championnat. Par contre, on a eu un Jeremy Doku qui était titulaire. Résultat du match, 2-2. Du côté d'Arsenal, on retrouvait Leandro Trossard qui ne faisait pas partie du dernier rassemblement avec les Diables Rouges, mais qui était titulaire du côté d'Arsenal. Ça s'est pas très bien passé pour notre ami vraiment très bien Leandro. passé pour lui et ça aurait pu même encore plus mal se passer pour Arsenal pour le coup. Ouais. Donc résultat du match 2-2, ça s'est mal passé pour Trossard parce que il s'est fait expulser à la toute fin ou tout début de la deuxième mi-temps, je sais plus exactement, assez sévèrement. Il avait déjà un jaune et puis il se prend un deuxième jaune pour avoir C'était pendant la deuxième mi-temps ou il s'est pas fait exclure justement en première mi-temps? Il me semble qu'il a pris les 2 jaunes sur la première. Moi je crois que c'est à la toute fin si je me souviens bien de la première mi-temps. Bref, Arsenal... en tout cas pour la deuxième, c'était un peu c'était une attaque défense sur ce. Oui, pas trop d'intérêt. C'était peut-être un peu trop quand même, sachant qu'on voyait quand même là un match un peu le topper de l'année passée. Voilà. C'était dommage que heureusement City a quand même réussi à s'en sortir. Oui, c'est ça, City s'en sort, mais moi ce que je trouve dommage sur cette rencontre, c'est que l'expulsion de Trossard est trop sévère et du coup je trouve que ça déséquilibre le match et on se retrouve avec une deuxième mi-temps où City ne fait qu'attaquer et finit évidemment par égaliser parce qu'il y avait 2-1 pour Arsenal à la mi-temps. Je trouve que c'est un peu ça a changé vraiment trop le cours du match.
Ça reste quand même un bon résultat, surtout pour Arsenal à Manchester City, on va pas se mentir. C'était plutôt un bon match de Jérémy Doku aussi. Ouais. Bon, il a pas marqué ou fait un assist, mais il était quand même dans les bons coups. Ouais, d'ailleurs, on peut en parler rapidement de ses prestations quand même de Jérémy Doku depuis le début de la saison, parce que c'est vrai qu'il n'a qu'une passe décisive à son actif depuis le début de la saison, et c'était face à Israël en Ligue des Nations avec la Belgique. Oui. Sinon, c'est vrai qu'il est resté assez muet statistiquement, on va dire, que ce soit au niveau des buts ou des assists. Voilà, on attend un petit peu son réveil quand même. Alors on le sait, hein, Jérémy Doku, c'est avant tout son accélération et ses débordements qui peuvent faire très mal. Et on le sait, c'est plutôt sur les statistiques d'assist, mais c'est aussi forcé de constater que ce soit dans le cadre de l'équipe nationale belge ou à City, qui malheureusement ne trouve pas souvent preneur actuellement. Donc voilà, pourtant les centres sont pas vraiment mauvais. Hein, donc, ouais. Je veux dire, si on analyse sa prestation et qu'on regarde le match, je pense pas qu'il ait pris réellement de mauvaises décisions. Il a peut-être aussi manqué un peu de chance, mais on va dire il manquait pas grand-chose pour être à l'assist ou au but. Hein, non, ça c'est clair. Mais surtout, il faut souligner que Haaland prend énormément de place à City depuis le début de la saison. Il est quand même à 10 buts en 5 matchs, ce qui est complètement hallucinant. Donc il y a forcément moins de place pour les autres joueurs offensifs de briller. Mais comme tu dis, ça n'empêche pas de rester quand même hyper intéressant pour City, parce que City va avoir besoin de toute façon de toutes ses forces, sachant que là il n'y a pas de De Bruyne. Alors ce qu'on a surtout remarqué, oui, dans ce match, c'était surtout l'absence de De Bruyne. Hein. Ouais. Encore une fois, quand De Bruyne n'est pas là, c'est pas le même City. Et là, pire ou même on va dire au niveau égal que l'absence de De Bruyne, c'est l'absence de Rodri, qui a une rupture de ligament croisé. Donc il est out pour la saison en fait. Ouais, saison terminée tout simplement pour Rodri. Voilà. On lui souhaite juste d'avoir le ballon d'or. C'est tout ce qu'on te souhaite, Rodri. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour City pour le reste de la saison. À voir comment ça va tourner pour Kevin De Bruyne. J'espère que la blessure n'est pas trop sérieuse. Aux dernières nouvelles, c'était pas le cas. Est-ce qu'il sera de retour ce week-end ou pour la Ligue des Champions la semaine prochaine? On verra. Et pour Jérémy Doku, on attend aussi un petit peu le réveil de son côté, parce que voilà, on préférait le voir plus décisif. Peut-être que De Bruyne va pas vouloir revenir tout de suite et tout. Peut-être qu'il va se mettre en grève, comme il avait dit. Oui, voilà. Rodri et les deux qui se sont plaints se sont blessés. Oui, mais non, mais faut voilà. Alors mais pourtant, malgré tout, on sait que Guardiola, c'est quand même un coach qui protège quand même ses joueurs. Donc voilà. Je pense qu'il est sorti au bon moment et ça va aller. Hein. Non, rien de grave pour De Bruyne, et on le reverra sans doute très vite. On a parlé de Trossard à Arsenal, on va maintenant partir à Aston Villa. Aston Villa, on retrouve Tielemans, qui était déjà là, mais surtout Onana, qui est arrivé en provenance d'Everton cet été. D'ailleurs, ils se sont pas trouvés ce week-end, d'ailleurs, eux deux? Non, ce week-end, ils ne se sont pas trouvés. C'était le week-end précédent, hein, mais, mais par contre, dans plusieurs matchs, il y a eu, je crois, passe décisive de Tielemans 2 fois pour but d'Onana. Oui, c'était d'ailleurs un match, je crois que c'est juste après en fait le rassemblement international. Et c'est marrant parce que évidemment ces deux joueurs, on l'a dit, hein, pour moi tous les deux assez en tort sur ce match face à la France. Ils étaient totalement à la rue. Donc c'est bien de voir que ça performe en club. On espère juste qu'on aimerait voir cette même connexion en équipe nationale aussi. Alors c'est pour préciser, c'était même en Ligue des Champions. C'était le tout premier match de cette saison en Ligue des Champions. Young Boys Aston Villa, victoire 3-0 d'Aston Villa à Berne. Et effectivement, le dernier but, c'est une passe décisive de Youri Tielemans pour Amadou Onana. Onana qui fait quand même un très très bon début de saison avec Aston Villa, il faut le signaler. Ouais. Il a déjà marqué 3 buts. Bon, écoute, il s'est économisé sur le dernier match vu qu'il jouait les cônes pour les Diables. Voilà. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il a pris cher. Amadou, on t'aime, mais frérot, tu nous fais plus jamais ça. J'ai jamais vu un mec aussi statique dans un match. Ouais, c'est vrai qu'il avait un peu l'impression de tourner en rond sur lui-même. C'était pas génial à voir. Youri Tielemans de son côté, qui fait aussi lui un bon début de saison avec Aston Villa, qui a marqué et qui a donné une passe décisive en Ligue des Champions la semaine dernière, donc face aux Young Boys de Berne, qui a donné un assist ce week-end dans la victoire 3-1 d'Aston Villa à Wolverhampton. Ah mais on le sait. C'est pas mal, hein. Tielemans à Aston Villa, il fait aussi partie de ce bon succès de l'année passée de fin de saison. Il a marqué avec la Belgique contre Israël. Oui. C'est pas un mauvais joueur. Ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, surtout dans le débrief, c'était qu'avec De Bruyne, on avait l'impression qu'ils se marchaient un peu dessus. Ils sont un peu trop dans la même position et dans un style de jeu assez finalement similaire. Donc est-ce que c'est bon de les aligner ensemble? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est trop.
C'est trop de profils similaires. Oui, voilà. Alors du coup, on se passe d'avoir deux milieux. Oui, tu mets deux milieux créatifs. Du coup, il y en a aucun des deux qui ne crée réellement quelque chose. Ils se marchent sur les pieds. Ouais. Donc, ce sera réglé sur les matchs de Ligue des Nations qui arrivent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous fait l'épisode. C'est pour préparer justement ces matchs de Ligue des Nations face à l'Italie et la France le 10 et le 14 octobre prochain. On a vraiment fait un match de manchot. J'espère quand même que les prochains matchs vont suivre. Sinon, il va falloir se réveiller. Domenico, tu sais bien, le C4. Le C4 t'attend et ce sera pas la Ligue Europa Conférence. On reste en Angleterre. On va parler de Castagne. Castagne qui évolue à Fulham, toujours. Castagne qui reste sur un match à Newcastle où il est resté sur le banc. Il n'a pas été trop titulaire depuis le début. Il enchaîne un petit peu les hauts et les bas, Castagne, depuis le début de la saison, un peu à l'image de son équipe. On l'a vu aussi avec les Diables. Ouais, et on l'a vu avec les Diables. Il était sur le banc face à Newcastle ce week-end, mais Fulham a gagné 3-1. Il était titulaire face à Preston en coupe. Il a joué les 90 minutes, mais Fulham s'est fait sortir par Preston. Donc pas génial. Puis il était sur le banc face à West Ham et bon, on l'a vu effectivement face à la France et face à Israël lors des matchs de Ligue des Nations. Début de saison, ouais, c'est pas le meilleur début Castagne. De saison pour Timothy. Ouais. Un qui a un meilleur début de saison, c'est Onana à Everton, qui commence vraiment à prendre ses marques. Tu veux dire Mangala Onana. Évidemment, je confonds les mêmes joueurs, les mêmes clubs, les mêmes postes. C'est sûr, ils ont vraiment fait un échange standard. Ils ont mis Mangala à la place d'Onana. Ouais, c'est vraiment, ils ont pris le profil similaire. Ils se sont pas emmerdés. Mangala qui finalement fait pas un mauvais début de saison non plus. Non. Everton n'est pas sur une bonne position. On va dire une bonne dynamique parce que ils sont derniers quand même de Première Ligue, mais par contre Onana, faut que je vais y arriver. Mangala était titulaire sur les 2 derniers matchs, donc ça prouve quand même que il y a du mieux, surtout que le dernier match c'était les premiers points d'Everton cette saison face à Leicester, le Leicester de Woodface donc. Woodface qui a retrouvé de son côté la Première Ligue après avoir passé la saison dernière en Championship. Avec l'avantage d'être un titulaire indiscutable à Leicester. Ouais, ça pour le coup. Et ça, je pense aussi que Leicester lui rend bien parce que il a continué avec eux l'aventure en Championship et en plus, il a été vraiment un des artisans du titre de Leicester. Non seulement ça, et je trouve qu'à l'Euro, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, ça a clairement pas été lui le plus mauvais des Diables Rouges. Et encore, je trouve, face à Israël comme face à la France. Il a tenu son rang, moi je trouve, Woodface. Il a pas dénoté par rapport aux autres sur il était moins bon ou quoi que ce soit. Il est quand même sur un début de saison intéressant et je suis assez surpris moi de ce début de saison. Je l'attendais peut-être pas aussi. Après l'expérience aussi, il commence à prendre un peu d'expérience. On n'est plus face au Woodface des Diablotins. On a un Woodface qui maintenant a déjà plusieurs saisons à son actif. Dont une remontée quand même en Première Ligue et on le sait que c'est compétitif, même la Championship c'est très compétitif aussi. Voilà, Leicester s'en tirent beaucoup mieux cette saison-ci, en tout cas ils n'ont pas fait un mauvais début de saison, ils sont je crois dans le milieu du classement, ils sont pas du tout dans les lanternes rouges. Non, Leicester. Je crois que c'est Everton d'ailleurs qui est lanterne rouge. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec Ipswich peut-être ou qui est l'autre montant, je pense. Je vais regarder tout de suite puisque j'ai ça sous les yeux. La magie des internets, le classement de la Première Ligue, on retrouve donc Manchester City et Liverpool à la première et à la deuxième place. Aston Villa quand même mine de rien qui est 3e. Arsenal 4e. On le disait, Aston Villa est sur un bon début de saison et suit un peu sa fin de saison de l'année passée. Et alors ex-aequo à la dernière place avec absolument le même bilan, 5 matchs joués, 1 match nul, 4 défaites, 5 buts marqués, 14 buts encaissés, différence de but de -9 et 1 point. On retrouve Everton et Wolverhampton. Ils ont exactement le même bilan. Et donc on a Southampton aussi, ils sont remontés aussi eux. Southampton sont remontés effectivement ils ont dû finir 2e ou 3e où ils ont dû gagner le barrage. On rappelle Southampton qui, je pense que c'était Roméo Lavia qui était à Southampton, non ? Non, je crois que c'était Sambi Lokonga. Non, je pense que c'était Lavia qui a fait une saison à Southampton et puis ils sont descendus avec Leicester, il me semble d'ailleurs. Attends.
Vérification en direct. Romeo Lavia qui est maintenant à Chelsea, mais qui ne joue pas parce qu'il est toujours blessé à la cuisse. D'ailleurs, Romeo Lavia, c'est bien que t'en parles parce que comme ça, au moins, on fait un petit point sur lui. Grosses attentes de Romeo Lavia depuis qu'il est parti à Chelsea. Malheureusement, il enchaîne les mauvaises blessures. La saison passée, on l'a vu complètement absent. Il a joué, je pense, 4-5 matchs en fin de saison, c'est tout. Ouais, c'est trop peu pour montrer son potentiel. Et tu avais bien raison, il est passé par Southampton. Ouais, l'année où ils sont descendus, il a rechangé pour Chelsea et pourtant c'était un des meilleurs joueurs de Southampton. Ouais. Pour rester en Angleterre et pour terminer quand même assez rapidement, on va parler de Matt Sells qui lui a passé un mauvais week-end avec Nottingham et qui est fautif sur les 2 buts encaissés par Nottingham. Ils font que 2-2, mais il est fautif, donc sale week-end pour lui. Celle qu'on n'a pas vu du coup dans les buts face à la France et Israël, puisque c'est bien Koen Castells qui est le titulaire désormais installé chez les Diables. Kaminski avec Luton, c'est Luton quoi, tu vois, genre c'est. C'est Luton. Je sais pas s'ils ont un objectif de remonter en Première Ligue. C'est un peu dommage pour Thomas Kaminski qui maintenant se retrouve à devoir être en Championship. Même c'est pas le meilleur endroit, peut-être pour se montrer non plus. C'est ça, Luton, on le rappelle, qui a fini dernier de Première Ligue la saison dernière. Parce qu'on le rappelle, Kaminski aussi, était notre 3e gardien. Dans les faits, il aurait pu revendiquer une place de potentiel 2e gardien aussi. Il aurait très bien pu être titularisé, oui. Alors Matt Sells, c'est vrai que Matt Sells a prouvé quand il a remplacé Koen Castells. Maintenant, voilà, je reste quand même un adepte des performances aussi. Voilà. Castells, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Oui, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, mais cette question, elle s'est posée quand même. Beaucoup de gens l'ont posée après le match contre la France. Si Thibaut Courtois avait été là, est-ce que ces 2 buts, on les prenait de la même façon? Pas sûr. Avant de passer justement en Espagne et de parler de Thibaut Courtois, je voulais quand même rester, pas en Angleterre, mais au Royaume-Uni et parler d'Arne Engels qui est maintenant au Celtic Glasgow et qui pour le coup lui fait un très 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 bon début de saison. Il a été extraordinaire en Ligue des Champions l'année dernière, j'ai vu les images vraiment pour que il arrive à porter une équipe comme le Celtic. Je pense que avec ce joueur-là qui était à Augsbourg, on le rappelle la saison dernière en Bundesliga, Arne Engels, c'est vraiment pas mal et qu'il ait été appelé par Tedesco à la fois à l'Euro parce qu'il faisait partie des réservistes, mais il était surtout là au dernier rassemblement et depuis le début de la saison, il est décisif quasiment tous les matchs. Là, sur les 3 derniers matchs, il a au moins 2 assists, 2 buts et des notes assez extraordinaires avec le Celtic, 8,8, 8,2, 2 fois homme du match d'affilée. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Donc une fois en Ligue des Champions. Finalement, un bon move aussi, puisqu'il se retrouve en Ligue des Champions, alors qu'Augsbourg était très très loin d'être qualifié pour n'importe quelle compétition européenne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, il quitte la Bundesliga pour aller en Écosse. Oui, mais il va pas n'importe où en Écosse, il va dans le meilleur club d'Écosse. Exactement. Voilà, il va au Celtic, qui joue la Ligue des Champions. Qui joue la Ligue des Champions. Et le titre tous les ans. On va dire une équipe historique, quand même, le Celtic. Avec les Rangers. Si on doit retenir qu'une équipe du championnat écossais, c'est évidemment le Celtic. Et les Glasgow Rangers, attention, tu pourrais vexer quelques fans. Mais les Glasgow Rangers, c'est des fachos, non? Ouais, et puis moi, j'en parle pas de ces gens-là, tu vois. Bref, on voulait quand même vous parler de lui parce que c'est vrai que c'est un peu atypique le fait qu'il joue en Écosse, mais il est sur un très bon début de saison et on va le voir cette saison, on en entendra parler avec la Ligue des Champions. On le dit souvent, le championnat écossais est un équivalent un peu à la Championship au niveau, on va dire. Voilà. Niveau de jeu, oui. Voilà, oui, niveau de jeu. Ça se rapproche de la Championship. Fin de Première Ligue. Un club comme le Celtic, il est un cran au-dessus. Pour moi, un club comme le Celtic, c'est un club qui pourrait être en Première Ligue sans problème. Et qui pourrait, à mon avis, jouer la première partie de tableau en Première Ligue, c'est-à-dire entre la 5e et 10e place facile, et qui pourrait, sur certaines saisons, sans doute concurrencer d'autres clubs. Voilà, on est sur quand même on est sur la même terre, on est sur le même pays. Ouais, c'est le même football. Voilà, c'est le même football. C'est né là-bas. Je suis étonné d'ailleurs que le Pays de Galles n'ait pas plus d'équipes en. Alors, le Pays de Galles, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je sais qu'ils avaient voulu créer un grand championnat réuni. Ouais, mais c'est ça, ils ont peut-être pas assez d'équipes en fait. Ouais, le Pays de Galles, c'est petit. C'est vrai que l'Écosse est plus grand. Ouais, le Pays de Galles, c'est petit. Bref, on va partir de l'Angleterre, on va filer en Espagne. Le trajet que font beaucoup de touristes l'été pour aller prendre le soleil en Espagne. On parlait tout à l'heure de Thibaut Courtois. Nous, on va continuer à le suivre parce qu'en fait, évidemment. Et encore une fois, on n'est pas des pro Domenico.
On sait qu'il y a certainement des torts partagés. Et en tout cas, pour le moment, vu ce qui se passe, ça plaide pas trop en la faveur de Domenico. Hein. Ouais. Le Real qui joue au moment où on enregistre, là, il joue contre Alaves à domicile. Le match est en cours. Je n'ai pas les stats en direct, mais en tout cas, voilà. Pour le Real et pour Courtois, ça se passe quand même plutôt pas mal depuis le début de la saison. Très bon début de saison. Et d'ailleurs, les articles de presse en Espagne sur lui ont été dithyrambiques. C'est effectivement en disant, même pour vous dire, quelqu'un qui est une sommité quand même en tant que gardien du Real, Iker Casillas. Qui pour lui a dit qu'il avait jamais vu un gardien aussi bon et que pour lui c'était le meilleur. Ah, je pense que oui. Quand il est comme ça avec le Real, c'est le meilleur gardien du monde. Voilà, et c'est Iker Casillas qui dit ça, on le sait. Son palmarès à Iker Casillas, Thibaut pourrait l'atteindre, on le sait, mais il a combien de Ligue des Champions, Iker 5 ou 6 avec le Real. Juste pour revenir un peu sur les statistiques de Courtois depuis le début de la saison qui sont fameusement hallucinante. On a un 4 sur 5 face à Majorque. Il prend un but, mais bon, quand même. Puis 2 sur 2. Donc, on part de tir cadré, arrêt face à Valladolid. Un 2 sur 3 face à Las Palmas. Un 2 sur 2 face au Betis. Un 2 sur 2 face à la Real Sociedad. Un 6 sur 7 dans le match extraordinaire qu'il a fait la semaine dernière en Ligue des Champions face à Stuttgart. Quand même 6 arrêts décisifs. C'est d'ailleurs ce match qui lui a valu tous ces articles dithyrambiques. Hein. Et ce week-end, un 1 sur 2 pour la victoire du Real Madrid face à Espanyol. À voir comment ça va se dérouler ce soir, mais on ne pourra pas vous donner le résultat final. On l'espère exempt de blessures aussi. On le sait, il a été absent très longtemps la saison passée. On espère que ça va aller bien pour lui. Et au fond de nous, on bâtit toujours ce petit espoir d'un jour te revoir en équipe nationale, Thibaut. Tout à fait. Un pour qui ça va bien en Espagne, c'est Luque Bacchio qui a été buteur avec Séville ce week-end. Séville qui s'est imposé. Luque Bacchio qui faisait partie des joueurs et qui a eu quand même pas mal de temps de jeu. Pas mal, mais un petit peu de temps de jeu. Dans les faits, je peux peut-être dire son manque de chance, son manque de finition peut-être. Mais sinon, quand même, hein, on l'a analysé même contre la France, c'était quand même un des joueurs qui apportait le plus de débordement, tu vois. C'est celui qui semblait le moins mauvais. Maintenant, il s'est écroulé comme l'équipe et il a dégringolé tout le reste du match aussi. C'est pas un joueur qui peut porter son équipe. Par exemple, contre Israël, pour moi, il était impeccable et il n'avait pas volé sa place de titulaire. Maintenant, si on suit un peu les championnats, c'est vrai qu'il n'avait pas tellement de temps de jeu. Voilà, on peut se poser aussi les questions, hein, parce qu'on le sait qu'à ces places-là, on a beaucoup de joueurs. On a des Charles de Ketelaar, qui lui est un titulaire indiscutable dans son équipe, champion d'Europe. On va en parler tout à l'heure. C'est aussi ça, hein, ou même un Bakayoko aussi, qui pareil continue d'être très très bien avec le PSV. À l'image de Doku, un petit peu moins bien quand même. Cette saison, c'est un peu plus compliqué le début de saison avec le PSV. De manière générale, le PSV. On va en parler. Mais on va en parler. C'est notre tour d'Europe. On va suivre. Mais en tout cas, Luque Bacchio, oui, pour moi, c'était pas une fraude. Il a pas volé sa place de titulaire. On va continuer de le voir. Il continuera d'être rappelé, il faut être conscient aussi qu'à sa place, on a d'autres joueurs. Mais après, moi, je me rappelle aussi d'Odi pendant l'Euro, où en relayeur, il est plutôt pas mal aussi, hein. On l'a vu jouer un cran plus bas. On l'a vu jouer un peu plus bas et il avait vraiment apporté de la profondeur dans le jeu. Il n'hésitait pas à justement partir de l'aile et rentrer dans le jeu. Quelque chose qui est assez intéressant et qu'on fait trop peu souvent avec les Diables Rouges, c'est-à-dire de prendre la voie centrale. Ouais, de repiquer vers l'intérieur. On est trop dépendant un peu de nos wingers et de se dire bah oui, sauf que tout le monde nous attend avec nos wingers actuellement. Style de jeu un peu trop systématique, c'est vrai, de la part de Tedesco, qui montre peut-être aussi des faiblesses tactiques. Au milieu de terrain, quand même Kevin De Bruyne, qui est quand même un sacré créatif. Oui, et puis tu retrouves aussi un Yuri Tillmans qui peut se projeter, qui a une mais là, bonne qualité tout ce que j'ai vu, c'est qu'avec Onana, ça fonctionnait pas. Avec Tielemans, ça relayait beaucoup moins. On était beaucoup trop statique dans le centre. Voilà, bon. On va pas refaire le match, on l'a déjà fait. Allez le réécouter sur YouTube, comme ça au moins vous aurez toutes les informations de notre part. Et abonnez-vous et mettez-nous un petit pouce aussi. Hein. Tout ce que vous voulez. On prend, évidemment. On reste en Espagne quand même pour terminer avec Axel Witsel. La grande question de savoir est-ce qu'on reverra Axel Witsel avec les Diables. Pour l'instant, rien n'est acté. De ce que j'ai compris. Après, Axel Witsel n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison avec l'Atlético. Malheureusement, il fait pas le meilleur début de saison avec l'Atlético. Et donc, de fait, on sent en lui aussi qu'il est toujours
finalement au même niveau qu'il était à la fin de l'Euro. Hein. Il a fait quand même un bon match ce week-end. Il était titulaire face au Rayo Vallecano et il a fait un bon match. Il a joué les 90 minutes. Je crois que c'est son premier ou deuxième match de la saison où vraiment il est fautif sur les deux buts qu'il prennent. Oh là là, c'était catastrophique. C'était contre le c'est vraiment Villarreal. Ce qu'on n'avait pas envie de voir, c'est-à-dire c'est Axel Witsel qui est pris de vitesse. Ah qui commence à porter ses années. Et là, vraiment, on se dit, ah ok, d'accord, c'est clairement pas l'avenir des Diables Rouges. Par contre, Axel, dans le vestiaire, pour son aura, pour son expérience. Ça, c'est... Parce qu'on le rappelle, hein, c'est un tellement joueur important. d'expérience, surtout un joueur d'expérience en tant que numéro 6. Il a été pour moi un de nos meilleurs numéro 6 de toute notre histoire. Et quand tu vois qu'un Onana ou même un Mangala, c'est jamais très très constant avec les Diables Rouges. Parce que là, Onana, il restait sur un pas trop mauvais Euro, mais par contre, là, sur ces deux matchs, je trouve qu'il était cata. Sur Israël et France, là, c'était catastrophique. On a retrouvé le Onana que nous, on avait eu au tout début quand il arrivait chez les Diables. On ne faisait pas encore le podcast, mais on l'avait trouvé vraiment emprunté. Mauvais, hein, on peut le dire. Il avait été mauvais, je trouve. Il avait même d'ailleurs été expulsé lors d'un match sur sa première ou deuxième sélection. Je crois qu'il se fait expulser. Et d'ailleurs, pour moi, c'était quand De Bruyne est sorti un peu après le match, a dit qu'il y avait des gens qui n'avaient pas mouillé le maillot. Moi, c'était lui qui était visé. Il était visé, je pense, lui. Il est parti ces jours-là. Il a visé, je pense, Yuri et Arthur aussi, Théâtre, qui n'était pas non plus fabuleux dans ce match. Enfin, vraiment, on était... c'était pas ouf. On espère plus revoir de ce genre de match. Hein. Ouais. On verra face à l'Italie et face à la France. Il y a encore des grosses affiches qui viennent. Pour ces affiches, justement, est-ce qu'on récupérera pour l'Italie un Romelu Lukaku qui, justement, est sur un très très bon début de saison avec Naples, 2 buts, 2 assists. Il n'a pas marqué ce week-end dans le classique de l'Italie. Lui, il a Conte, c'est son gars. Voilà, ça se passe bien. Nous, on a Tedesco. Je sais pas. Est-ce que sous-entendrais-tu qu'il y a une énorme différence de classe au niveau tactique entre Tedesco et Conte ? Je te suis là-dessus. Oui, mais c'est surtout que moi, ce que je trouve impressionnant avec Conte, c'est clairement, c'est le coach qui a su le mieux faire jouer Lukaku. Ouais, il sait bien l'exploiter. Voilà, il a compris comment faire pour que ce joueur il devienne un joueur clé de son équipe. Et ça a fonctionné. On l'a déjà vu. Ouais. Je le disais, par contre, il fait pas un super match le week-end, mais c'était vraiment un match important face à la Juventus. Ça s'est terminé sur un 0-0. Je revois les haters arriver qui vont encore dire que dans les grands matchs, ne fait rien dans les grands matchs. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. On peut parler, en parlant justement de la Juventus, de Mbangula, jeune joueur belge que nous, on va pas se mentir, il était passé un petit peu sous en dehors de notre radar la saison dernière. On en avait pas parlé. Non, pas du tout. Et on l'a découvert là avec le début de saison qu'il a fait avec la Juventus. C'est un peu difficile en fait de suivre ces diables. Je sais même pas dire si on peut dire des potentiels diables qui en fait, ils ont été en fait embarqués dans des clubs prestigieux quand ils avaient 16 ans. Alors ceux qui suivent le foot junior, amateur aussi, peut-être en savent plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'on a des petites potentielles pépites qui sont cachées dans des grands clubs parce que des grands clubs vont déjà dépouiller la Belgique. Ouais. Il était sur un très très bon début de saison. C'est vrai que là, sur les derniers matchs, il est resté sur le banc. Est-ce que c'était dû peut-être à une blessure ou quelque chose comme ça ? Je crois que c'est dû au fait qu'il ait 19 ans aussi, je pense. Oui, aussi, et qu'il est dans une équipe hyper compétitive, emmené par un Thiago Motta qui a quand même bien compris comment fonctionnait la Juve. Thiago Motta, d'ailleurs, c'est pas une défaite depuis le début de la saison, tout simplement, en Serie A. Donc, oui, c'est le renouveau de la Juventus, on peut le dire. Après leur saison, on va dire, leurs 5 saisons sans titre, je crois, ici. 3-4 saisons sans titre. Ouais, ça fait quand même un petit moment que la Juventus a plus été champion. Là, actuellement, ils sont 4e avec 9 points. Ils cumulent trop de matchs nuls sur leur dernière rencontre. C'est le Torino, d'ailleurs, le club voisin, qui est en tête de Serie A. Torino qui est en tête de Serie A, quoi. Devant Naples et l'Udinese. Et à l'Udinese, on retrouve un Belge en défense. Je t'ai fait le quiz d'ailleurs l'autre jour. On va pas vous faire le quiz, mais il s'agit de Kabasele. Kabasele, on l'avait oublié, qui a déjà été Diable Rouge. Et qui fait un très 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 bon début de saison avec Udinese, 3e de Serie A, propre. Est-ce que ça va passer En tout cas, sous Tedesco, tout ça ? En tout cas, Kabasele, c'est un joueur qui commence à avoir de l'expérience pour le coup.
Parce que je sais pas quel âge il a déjà Je vais te dire tout de 28, suite. 20, 29, 30 peut-être. Je non crois qu'il a un peu plus que. Je me demande s'il a pas 31 ou 33. Alors on le sait, bon encore une fois, on le sait que Domenico il est plutôt jeune. Donc voilà, est-ce qu'il va aller chercher un joueur plus âgé? Christian Kabasele, il a 33 ans. Ouais, Ouais, ça commence Mais à faire un après, peu. Mais bon, il est sur un très très bon début de saison avec Udinese et il a du temps de jeu, quoi. C'est-à-dire que sur les derniers matchs, il est là, il est présent et il aide le club à briller. Donc ça, c'est quand même En intéressant. tout cas, nous, on doit le souligner, puisque, encore une fois, on suit les Belges à l'étranger. Et voilà, si. Tous les potentiels d'Abus Rouge, quelque Voilà, part. potentiellement, il pourrait. Ouais, donc c'est intéressant d'en parler, en tout cas de l'avoir à l'œil. Un dont on n'a pas spécialement besoin de parler, puisque voilà, sur ses dernières performances, ça parle d'elle-même, c'est Charles de Ketelaar à l'Atalanta. Même si statistiquement, il est moins décisif que la saison dernière, mais on le rappelle, il y a quand même eu qu'une petite dizaine de matchs, et encore depuis le début de la Mais saison. après, donc pour avoir difficile de regardé un juger. match de l'Atalanta, Il fait du bien. On l'entend souvent. Oui, Hein. oui, c'est oui. c'est un nom qu'on entend beaucoup de la part des commentateurs. Donc, ça veut dire qu'il touche énormément de ballons aussi. C'est le match qu'il devait jouer d'ailleurs ce week-end qui a été reporté. Donc le dernier match qu'il a joué, c'était en Ligue des Champions face à Arsenal. Match qui s'est terminé sur un 0-0. Et avant ça, c'était en Serie A face à la Fiorentina. Et là, par contre, il avait été très très bon. Il finit avec un 8,4, une passe D, un but. Victoire 3-2 de l'Atalanta. Donc vraiment décisif, impliqué dans 2 des 3 buts de son équipe. On n'a pas besoin de parler de plus de Charles de Ketelaar. C'est un bon renard des surfaces, Charles de Ketelaar. Je l'ai remarqué dans son style de jeu. C'est un joueur bizarre. Il arrive à se placer, des fois, au bon endroit, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait jouer partout en attaque. C'est un bon opportuniste, en fait. Il devrait avoir plus de temps de jeu avec la Belgique, je trouve aussi. Mais oui, parce que je pense que son placement n'est pas toujours le placement où justement il a une bonne vista, je pense. Et Domenico, qui avait dit là dans sa dernière conférence de presse qu'il n'ait pas pris Lukaku puisqu'il avait Openda et De Ketelaar et que De Ketelaar allait jouer. J'espère que le prochain rassemblement, il va vraiment jouer parce que là, De Ketelaar, il a pas beaucoup joué quand même. On va pas se mentir, il est rentré 10 minutes, 15 minutes au final peut-être sur les 2 rencontres. C'est trop peu pour essayer de prouver quelque chose. Ouais, il aurait pu jouer en faux neuf en plus. Hein. Il peut jouer en faux neuf, il peut jouer en 9 et il peut jouer sur les ailes. En 10 aussi. Et il peut jouer en 10. Mais oui. C'est ça qui est fou. Donc, en fait, c'est encore une fois, c'est cette volonté de vouloir cantonner des joueurs dans une place où lui, on voit très très bien, c'est un attaquant. Hein. Quand je dis attaquant, c'est-à-dire que voilà, ça peut être un 10, ça peut être un 9, ça peut être ou alors un ailier quoi. Mais je le trouve vraiment meilleur dans l'axe. Hein. D'ailleurs, souvent quand il met un but, si tu regardes, c'est quand il est dans l'axe. Ouais. Hein. Ouais. Donc il va aller trouver ce petit. C'est quelqu'un qui comble bien les angles en fait. Comment expliquer? Quand je le vois dans son style de jeu, même dans ses récupérations, c'est un joueur qui est souvent dans un petit angle au bon moment où il va tendre son pied et arriver à choper un ballon. Bonne vista, bonne capacité d'anticipation. Non, vraiment bon joueur. Et belle qui évolution, très content aussi pour l'Atalanta qu'il l'ait signé. Tu vois, dommage pour Milan, hein, pour le coup. Ouais. Milan, tiens, on va parler très rapidement d'Origi, puisque même si, bon, il a plus été appelé depuis un moment, mais il reste quand même un joueur du Milan. Mais il faut savoir que Divock, il était censé partir cet été, ça ne s'est pas fait. Il est resté au Milan, sans doute pour une question de salaire. Mais en tout cas, il joue avec les moins de 23. Milan. Voilà, donc il est avec l'équipe espoir du Milan et il a 0 temps de jeu en Serie A. Ça craint du boudin un petit peu pour Divock. Ça sent la fin de carrière, malheureusement, pour Divock. Divock aussi, super sub de Liverpool. On peut le rappeler quand même, hein, un des artisans de la Ligue des Champions de Liverpool. C'était 2 buts en demi-finale et le but de la finale. Et un but, surtout le but de la qualification face à Barcelone, demi-finale retour sur le fameux corner d'Alexander Arnold. Un but ultra décisif. Je crois qu'il remplaçait Salah, hein, qui était blessé. Hein. Ouais, tout à fait. On reste justement dans les attaquants, dans les numéros 9. On va filer en Allemagne. Et en Allemagne, on va d'office commencer par Leipzig, où se trouvent et Openda et Vermeeren. Vermeeren qui a été transféré ou prêté par l'Atlético à Leipzig parce que l'Atlético il avait vraiment 0 temps de jeu. Bah oui, c'est triste d'avoir un joueur quand même qui a un bon potentiel et qui joue pas en fait. Ouais. Là, il en a un petit peu plus à Leipzig. Il est pas titulaire, mais il est rentré, il a fait quelques mi-temps. Par contre,
pour Openda, là c'est plus compliqué. Openda qui a fait une très très belle saison avec Leipzig l'année dernière, il est vraiment sur un début de saison compliqué. On l'a vu avec son premier les match en fait. Sauf son premier match C'était face au Leverkusen. Et puis après, il a ce passage à vide qu'on a complètement vu dans les Diables. Hein. Là, plus rien depuis. Statistiquement. Oui. Et 3 pénaltys ratés. Ah là là, il y a un problème psychologique là. Ouais, il y a un petit souci. Il y a un petit blocage. Il y a un petit souci, un petit blocage. Oui, et il a raté surtout, je pense, si je ne m'abuse, 3 pénaltys de suite, c'est ça. Ouais, c'est ça, 3 pénaltys de suite. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Très compliqué. Un pour qui c'est compliqué aussi, et qu'on a vu pourtant avec les Diables, c'est Duranville. Duranville, c'est un peu le fantôme à Dortmund, et ça pose vraiment la question de se dire comment ça se fait qu'on le voit quand même chez les Diables, puisqu'il a 0 temps de jeu chez Dortmund. Bon, c'est un peu le mystère, on sait à quel point il est talentueux, mais c'est un peu ce problème aussi de un Diable aussi jeune et qui est dans une équipe aussi grande que Dortmund, parce qu'encore une fois, on rappelle, Dortmund, c'est quart de finaliste, demi-finaliste des dernières années de Ligue des Champions. Ils sont toujours là. Et ils sont souvent au moins quart de finaliste. Voilà, je veux dire, à l'image du Bayern, ce sont quand même les 2 clubs allemands qu'on a retrouvés beaucoup dans les toppers de Ligue des Champions ces dernières années. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour lui, ça doit pas être simple, vu son âge et vu sa position aussi. Ouais. Et puis, c'est quand même, il est pas du tout sorti du banc sur les 3 derniers matchs de Dortmund, et les seules minutes de jeu qu'il a depuis le début de la saison, c'est avec les Diables. C'est juste ça, c'est quand même assez hallucinant. Et on parle pas d'un joueur qui revient de blessure, on parle d'un joueur il revient de blessure techniquement, mais on parle pas d'un joueur installé, qu'on connaît et tout. Non, il est arrivé un petit peu. On va le voir. Mais on va le voir parce qu'il est très talentueux. Si vous avez suivi les matchs, vous l'avez vu une vingtaine de minutes, et il a montré vraiment de très très belles choses. Mais c'est ça, voilà. Encore une fois, on l'avait dit. On en avait face à nous un Didier Deschamps qui lui a clairement osé de lancer un joueur comme titulaire. Connaît. Voilà. Ouais. Nous, on a Domenico Tedesco qui prend le gars, qui voit qu'il a du talent, mais il lui donne 20 minutes de jeu. Alors 20 minutes de jeu, c'est pas mal, on peut dire. Oui, ok, c'est pas mal, mais quand tu prends l'eau, tu te dis, on aurait peut-être pu tenter un coup, en fait. Ouais, clairement. Là, je m'étais dit, clairement, tu remontes en deuxième mi-temps et tu te dis, Julien, t'es chaud. Montre-nous ce que tu peux faire. Voilà. Après, il y a la question de le préserver, parce que il revient quand même d'une grosse blessure à la cuisse, et que je pense qu'il y a vraiment ce souci de ne pas trop le lancer, de ne pas trop lui demander trop vite. Mais c'est clair qu'ils auraient pu tenter le coup. Ouais, voilà. Il n'y a pas de coup de poker de la part de Domenico. Ça manque de. Voilà, même dans ses changements, des fois, ça manque un peu de vista. Il va te sortir un joueur, t'es là, tu fais pourquoi il sort lui, en fait, alors que c'est le joueur peut-être le mieux sur le terrain. C'est un entraîneur plan-plan, Domenico Tedesco. Oui, voilà. Il est vraiment plan-plan. Un qui n'est pas plan-plan et dont on va parler dans 2 minutes. Avant, je veux quand même mentionner mon ami Arthur Théâtre. Arthur, si tu m'écoutes, ancien Rennais, donc évidemment, petit pincement au cœur de l'avoir vu partir à Francfort depuis cet été. Arthur Théâtre qui s'est installé dans la défense de Francfort, qui a pas été extraordinaire effectivement avec les Diables Rouges, mais qui va continuer à être appelé de toute façon, il n'y a pas de souci, et on le reverra. Et je voulais juste quand même mentionner très rapidement en Allemagne le début de saison canon de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur avec le Bayern Munich. Ah ouais, on doit le dire, voilà, ancien Diable. Voilà, on est obligé d'en parler. On l'espère un jour, peut-être que ce sera notre terrain. Pourquoi tu dis ça avec beaucoup de timidité? Non, on a vraiment envie, tu vois. Mais on a envie, évidemment. En même temps, on le voit faire du bon taf au Bayern, et je le vois mal prendre les 2 postes, donc. Il pourrait pas être entraîneur des 2 équipes. Mais clairement, c'est un début de saison qu'on peut appeler tonitruant. Ah oui, avec le 9-2 en gros, on va Ligue dire des Champions. que le Bayern n'avait plus connu un si bon début de saison depuis un certain Pep Guardiola, tiens. Tiens, encore. Est-ce qu'il y aurait peut-être une filiation entre les deux? On ne sait pas. Manchester City, tout ça. Je commence à de plus en plus le croire, cette spiritualité, ce fils spirituel un peu que Vincent Kompany s'est vraiment inspiré du style de Guardiola. Mais Guardiola a inspiré déjà beaucoup d'entraîneurs. Quand tu regardes l'entraîneur d'Arsenal, Arteta, quand tu regardes Vincent Kompany, c'est les disciples. C'est vraiment ses disciples. C'est pas Dawan. En tout cas, moi, ce que je trouve pas mal, c'est que on est face à des entraîneurs qui ont des effectifs, et donc on pourrait dire même que Domenico a déjà dû être confronté à ce genre de choix aussi, d'avoir des effectifs, des joueurs hyper talentueux à la même place. Il faut s'inspirer de ces gens-là, parce que regarde, eux, ils ont des gros effectifs et ils arrivent à en faire quelque chose.
Voilà. Ouais, moi, Après, ils jouent toute l'année ensemble. Je suis d'accord. C'est pas la même chose. Mais c'est aussi. Mais à un moment donné, il faut arrêter les CV. Hein. On l'a dit. Hein. Ça, c'est vrai. Il faut arrêter de faire des équipes sur la base des CV. Il faut commencer à créer quelque chose. Et je pense que Compagnie, ça pourrait être la bonne personne. Allez, on file en France très rapidement parce que ça commence à faire un gros tour d'Europe. Évidemment, on parle de tous les joueurs qui étaient appelés par Tedesco lors du dernier rassemblement. Ici, on va parler de Meunier. Meunier qui est arrivé à Lille en provenance de Fenerbahçe, Galatasaray, je sais plus. Non, Beşiktaş, je pense. non, c'était un autre club turc, Trabzonspor. Trabzonspor, ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Attention, à Lille. on risque notre vie en se trompant de club comme ça. Non, pardon, désolé les supporters turcs. Meunier qui est arrivé à Lille. Avec Lille, ça se passe plutôt pas mal depuis le début de la saison. Le plus important, c'était la qualif en Ligue des Champions. Ils y sont. Ils ont perdu leur premier match face au Sporting Portugal de De Bast, qui met un but extraordinaire sur ce match. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce but. Clairement, un des potentiels buts de la saison, déjà. On peut le dire. Ouais, déjà. Voilà. Parce qu'on voit rarement des missiles comme ça qui partent tout droit et en pleine lulu. Et là, c'était le cas. Ouais, c'est un missile. Ouais. Là. Bon début de saison de Bast avec le Sporting Portugal, la victoire en Ligue des Champions face à Lille. Donc du coup, dynamique inversée pour Meunier. Et un autre joueur dont on va parler forcément parce que moi, il me questionne sur sa potentielle présence avec les Diables quand on voit un Duranville. Je me demande pourquoi on n'a pas le droit de voir un Malik Fofana avec les Diables. Et qui a pas beaucoup joué, il me semble, avec Lyon depuis le début Il de la rentre à saison. tous les matchs. Il rentre à tous les matchs. Il est un peu en super sub, on va dire le dynamiteur des 15-20 dernières minutes. Ils ont perdu à la 95e. Ah ouais, le match, j'ai vu la fin du match face à Marseille ce week-end. Marseille qui a 10 dès la 5e minute et Lyon qui perd le match 3-2 à la dernière seconde. Ah ouais, non, mais là... Tocard, hein. Ah Vraiment, ouais, non, mais club de tocard en ce moment, Lyon. C'est un truc oui, mais de ouf. Lyon, voilà. Et pourtant, ils ont fait comme disaient les supporters de l'OM, il y a qu'un seul Olympique. Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Allez, on va partir maintenant en Belgique pour parler très rapidement de De Kuyper avec Bruges. Bruges qui fait pas un bon début de saison et De Kuyper qui est un peu dans la même dynamique. De Kuyper qu'on aurait aimé voir un petit peu plus avec les Diables Rouges sur la dernière fenêtre internationale. Mais il s'est blessé. Hein. Mais il s'est blessé. Oui, c'est ça. Il était pas là. Il était absent. Il s'est blessé entre les deux matchs, entre Israël et la France. Pour le match. Donc là, il a rejoué avec Bruges. Est-ce qu'on le reverra? Je l'espère parce que moi, j'ai envie de le voir jouer vraiment installé dans le couloir gauche avec les Diables. Et c'est un peu le seul joueur maintenant qui reste. Parce qu'avant, on avait Vertonghen, on avait De Bast à Anderlecht, mais c'est le seul joueur qui reste en Belgique, qui joue en Belgique et qui est appelé avec les Diables pour l'instant. Ouais. Donc, après, ça reste un jeune, c'est un joueur d'avenir, on peut le garder. Hein. Moi, je pense que c'est important. Voilà. Mais il va faire du bien. Hein. Il va faire du bien pour la défense de la Belgique, mais on a envie de le voir un peu plus. Un qui va faire du bien aussi, on l'espère, parce que on a un petit peu marre des matchs en bois, c'est Bakayoko au PSV. Bakayoko qui n'a jamais réellement eu sa chance avec les Diables. Hein. Moi, je l'ai encore dit. Voilà, malgré ses belles prestations avec le PSV l'année passée, on lui a préféré d'autres joueurs à son poste, dont Dodiluke Bakio quand même, qui ne jouait pas du tout à Séville. Ouais. Sur le couloir droit, c'est assez très bien compris non plus. Ça, même si on aime bien Dodi, hein, c'est pas la question. On aime bien Dodi, mais encore une fois, comme je l'ai dit, Bakayoko qui a un profil beaucoup plus similaire à celui de Doku. Et une équipe qui met en place un plan anti-Doku, ça va être difficile pour elle d'avoir un plan anti-Luke Bakio. Et on le voit côté Real, ils ont un peu du mal aussi, parce que évidemment, quand tu as des bons de chaque côté, bah, c'est difficile d'avoir un plan. Il n'y a pas 6 défenseurs. Hein. Ouais. Tu peux pas monopoliser 2 défenseurs, être à la culotte toujours sur le même joueur. D'office, tu vas libérer des espaces à un moment. C'est aussi le point fort d'avoir ce type de joueur. Et c'est vrai que Bakayoko, il mérite d'avoir plus de temps de jeu et il mérite d'avoir des vraies occasions et pas de finir dans des matchs en bois ou sur des bouts de match où la Belgique est déjà menée. Et puis il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que dans la vitesse, il se ressemble pas mal avec Doku en fait. Et donc du coup, ça peut donner des confusions dans les joueurs aussi, d'avoir des joueurs qui se ressemblent vaguement, quoi. Ouais, parce que vraiment, on dirait des Rasta, c'est notre Rasta de l'avant. Hein. C'est notre Rasta de l'avant. Et bah tiens, en parlant de Rasta, on va faire une petite pause et puis on va aller faire notre 11 de la semaine. On va faire notre compo. On va vous proposer notre 11 en vue des prochains matchs. En tout cas, celui qu'on aimerait bien voir face à l'Italie et face à la France. Et on n'a pas parlé de Driss. Je sais qu'il a pris sa retraite, hein, mais non, il l'a pas vraiment pris en fait. Hein. Je sais pas vraiment s'il l'a pris. Non, mais quand même, officiellement non. Pour sa
belle année 2024 quand même. C'est vrai, il faut le souligner. Il est quand même à 24 GA, donc à 10 buts, 14 assists depuis le début de cette saison. Ouais. Avec le Galatasaray. Plutôt pas mal. C'est fort. Alors c'est certes, fort. c'est que la Super League, mais c'est quand même le Galatasaray et il joue en Ligue des Champions, etc. Alors franchement, respect à Driss à 39 ans quand même. Ouais, c'est vrai. Allez, on en termine maintenant avec le Tour d'Europe et on va enchaîner, donc je vous le disais tout de suite, sur le 11 de la semaine. Et on y est, on est de retour pour un 11 enfin quoi. Enfin le retour du 11, ça faisait longtemps. Maintenant qu'on a fait la grosse revue d'effectifs des joueurs belges dans leurs différents championnats, on va donc faire notre 11. Ça nous avait manqué en fait, je pense. Ouais, parce que on a des idées. C'est chouette de faire des réacts sur les 11 de Domenico, mais bon, malheureusement, c'était pas très concluant. on vous invite toujours à revoir nos épisodes sur live sur les matchs, voilà. Où on réacte à chaud de ce qui s'est passé. Parfois c'est du bon, parfois c'est du moins bon, mais bref. Ah, voilà. Là, on va imaginer donc le meilleur 11 pour le match à venir de la Belgique à l'heure actuelle. Donc le meilleur 11 à l'heure actuelle pour le match à venir de la Belgique face à l'Italie le 10 octobre prochain. Quand on dit à l'heure actuelle, donc évidemment, on espère un retour de blessure de certains comme Kevin De Bruyne, mais aujourd'hui, il se fait que cette semaine, il est blessé, donc on ne peut pas l'aligner dans notre 11. C'est notre concept. Nous, on veut vraiment proposer un 11 qui est à l'heure actuelle le meilleur possible. Oui. En fonction des statistiques, en fonction des situations des joueurs, blessés, suspendus, sur le banc, tout ce que vous voulez. Donc là, on va commencer par le gardien. On en a pas parlé tout à l'heure. Bon, ça c'est facile. C'est facile. Bon, merde, j'avais envie de dire Thibaut, mais non, on peut plus. Non, Thibaut, donc, Koun Castells, évidemment. Qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure dans notre tour d'Europe parce qu'il est plus vraiment en Europe. Des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Ben voilà, c'est nos amis du désert, sous le soleil. Yannick et Koun qui se dorent la pilule en Arabie Saoudite. C'est bien, ils ne se blessent pas, ils gardent du temps de jeu. La vie est cool. Ouais, la vie est cool et en plus ils sont titulaires de toute façon, donc en fait ils gardent du temps de jeu. Donc en fait pour les Diables c'est plutôt bon. Parce qu'on le sait quand même, au niveau des articulations, le soleil, ça peut aider quand même. Ça peut aider. Et ça peut surtout permettre de se reposer. J'espère, moi, qu'on reverra quand même un petit Yannick Carrasco dans les mois qui viennent, parce que il a manqué, je trouve, face à Israël et face à la France. Il aurait pu apporter. Et est-ce que j'aime, un peu curieux par rapport à ça. Ce que j'aime quand même avec Yannick, et ça on pourra jamais lui enlever, c'est que c'est un joueur qui a une mentalité qu'on n'a pas vue dans le match contre la France, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire cette mentalité de Grinta, on va vers l'avant, allez les gars, on donne tout, on prend le couteau sous les dents et c'est bon, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, allez, on revient sur le 11. Castells dans les buts, en Arabie Saoudite, à Al-Wasadiya, je sais plus exactement c'est quoi le nom du club, mais bref, il est bien là-bas. Et il continue d'être appelé avec la Belgique, donc a priori, il sera là. Et vu que Thibaut Courtois ne reviendra pas, Castells dans les buts. En défense, on en a parlé tout à l'heure, mais moi j'aimerais bien voir un petit De Kuyper à gauche quand même, parce que je trouve on l'a pas assez vu. Bah moi je suis surtout en fait c'est que ses prestations dans le couloir gauche, je les ai trouvées plus convaincantes que celles de Arthur Théâtre. Et donc même s'il fait pas le meilleur début de saison à Bruges, je pense que c'est plutôt lié à l'équipe qu'autre chose. Son talent individuel. Voilà, bon après ils ont été chercher Nilsson. Mais l'Union est bon pour refiler ses vieux jouets, ils sont pas mal, tu vois. L'Union a un petit mot, un petit dédicace à Chichi et à Max, évidemment, nos amis fans, supporters invétérés de l'Union Saint-Gilloise. Ouais, bon, après, on devient, nous aussi, des supporters de l'Union. Exactement. On est allé quand même voir plusieurs matchs avec l'Union, et c'est à chaque fois très cool. J'ai même acheté un maillot. C'est vrai, toi, t'as acheté le maillot, ouais. Floqué, hein. Bon, floqué perso, mais t'as pas choisi de joueur. Je vous le montrerai dans un live une fois. T'as pas choisi Guillaume François, quoi. Non, bah non. Voilà. Bref, on en était à notre 11 endiablé, donc on parlait de Kuyper. Je pense que à gauche, il serait effectivement sans doute plus convaincant que Théâtre. Théâtre, pour moi, il doit jouer dans l'axe. Et dans l'axe, à mon avis, avec les statistiques et les performances des derniers matchs et en sélection et en championnat, face de Bast dans l'axe, ça me semble assez logique. Ouais, de Bast aussi. Ne serait-ce qu'aussi parce que ce magnifique but qui nous a mis quand même en Ligue des Champions de l'espace. Et on le sait. Cacahuète incroyable. Et si on peut prendre des exemples dans les matchs avec les Diables Rouges, même s'il n'a pas été aussi convaincant,
c'est vrai qu'on le sait qu'il a cette capacité de passe très très rectiligne et tranchante. Ouais, la Et donc, passe Ligue des Champions, comme on l'appelle. La passe qui casse des lignes. Voilà, c'est ça, il casse des lignes. Et là, encore une fois, avec ce but, là, c'était vraiment un missile direct en pleine lucarne. Bon, c'est des buts que tout le monde aime voir. Hein. C'est le but. Hein. Extraordinaire, vraiment. Allez voir ce but. Et à droite, est-ce qu'on partirait pas sur un bon vieux Thomas Meunier, hein? Bah, moi, Thomas... Toujours là, hein. Je vais pas encore te mentir, contre la France, je trouve qu'il a encore une fois manqué. Il est rentré beaucoup trop tard. On s'était même posé la question si Un petit peu blessé, je crois. s'il était blessé ou pas. N'empêche qu'avec Lille, il est pas si mal cette saison-ci, en fait. Ouais, il est prestation correcte avec Lille et Lille qui joue la Ligue des Champions, donc il reste vraiment très très compétitif et c'est super cool. Moi, je trouve qu'il soit venu à Lille. Ça l'a arrangé. Il l'a dit lui-même que d'un point de vue géographique, d'être à Lille et si proche de la Belgique, c'était bien. Quand tu es à 150-200 km de chez toi, c'est quand même plus simple de retourner plus souvent chez toi. Ouais, tout à fait. Allez, donc ça c'est pour la défense. De Kuiper face de Basse-Meunier. Au milieu de terrain, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que on est obligé de faire sans Kevin De Bruyne, blessé, donc il peut pas postuler à une place dans notre 11. C'est une occasion d'innover un peu. D'innover un petit peu. Bon, on va innover un petit peu. Oui, un petit peu. Un petit peu parce qu'on va quand même garder Onana et Tielemans. Mais avec quand même, pour moi, des justifications quant à ce positionnement. Hein. Ouais, on vous explique. Au milieu de terrain, Onana Tielemans, c'est logique. Dans une configuration où Kevin De Bruyne n'est pas là, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un Tielemans qui aura sans doute plus d'espace, plus libéré, qui pourra jouer un peu plus haut, laisser Onana en sentinelle devant la défense, son vrai poste, et pas avoir justement cette doublette de sentinelle comme on a eu avec Onana Tielemans ou Onana Mangala. C'est trop. Je pense que jouer avec deux numéros 6 et Deschamps fait ça aussi, c'est trop. On n'a pas besoin de deux numéros 6. Non, je pense pas non plus que... Et l'idée, ce serait potentiellement de faire redescendre d'un cran Luke Bacchio pour le mettre à droite. Pour ceux qui ont regardé les matchs de l'Euro, dont le match contre la Roumanie, qui était quand même notre meilleur match de l'Euro, si vous regardez bien, vous allez voir l'impact de Dodi Luke Bacchio sur les remontées de balles. Et il a cette capacité, là, je l'ai dit, d'aller dans l'axe, en fait. D'utiliser beaucoup plus le centre plutôt que d'aller sur les ailes. Et là, c'est vrai que je voudrais le voir dans cette position. Peut-être, en fait, reculer sans l'être, en réalité. Hein. C'est juste qu'on le repositionne un peu plus dans l'axe. Et on le sait qu'il a cette capacité d'aller chercher le relais. Donc, d'aller même aider, finalement, Amadou Onana à faire peut-être de meilleures relances. Et c'est vrai, et de vraiment créer un lien, du coup, dans un milieu avec Tielemans à gauche, Onana en sentinelle et Luke Bacchio à droite, de créer le lien avec l'attaque, et notamment avec un Charles de Ketelaere qui pourrait, lui, évoluer en ailier droit, qui a cette capacité de jouer dans l'axe et de revenir lui aussi, de laisser la place à Luke Bacchio quand il faut, justement pour les débordements. Ça pourrait vraiment bien fonctionner. Là, l'avantage, en fait, dans ce positionnement, comme on le verrait, c'est qu'on peut imaginer un Luke Bacchio et un De Ketelaere switchent à un moment donné. Ouais. Et donc là, un De Ketelaere qui peut rentrer à ce moment-là un peu plus dans l'axe, et on le sait, il est très bon, et Luke Bacchio qui peut déborder. Je pense que ça pourrait être un système de jeu qui pourrait désarçonner l'adversaire de premier abord. Parce que si on l'aligne directement Charles de Ketelaere, ça va être beaucoup plus téléphoné. Alors qu'on se dit, non, ils l'ont mis à droite comme d'habitude. Mais en fait, en réalité, si tu prévois ce petit switch que tu as souvent, on va plutôt voir avec des wingers. C'est vrai. Donc, qui passe de gauche à droite. Là, on l'aurait vraiment sur ce couloir droit. Et donc, ça pourrait être intéressant, en fait. Très intéressant. Et puis, pour l'attaque, il reste deux postes. Le poste de numéro 9, et là, en fonction des statistiques et des performances actuelles, le retour de Romelu Lukaku ne fait absolument aucun doute en lieu et place d'Openda. Openda qui a vraiment, encore une fois, raté sa chance. Et Romelu, il va encore nous empiler des buts en équipe nationale. Et qui va passer la barre des 100 buts, très probablement. Ouais, je pense aussi. Hein. C'est tout ce que je lui souhaite, en fait. Hein. Ouais. Que ce serait vraiment un succès... une ligne énorme sur son palmarès de cumuler plus de 100 buts avec sa sélection nationale. C'est rare. Hein. 100 buts en sélection nationale. Il y a Ronaldo, un Iranien, je crois. Peut-être qu'à ce moment-là, je crois que c'est tout, les gens vont quand même admettre que Romelu, on n'a jamais eu un attaquant comme ça en équipe nationale. Pourtant, je vous le dis, je vais bientôt avoir 40 ans. Voilà, je vous le dis, j'ai vu des bons joueurs dans les équipes belges.
des Enzo Schifo, des très très beaux joueurs, mais de la carrière de Lukaku. Mais quelqu'un qui est capable de empiler autant de buts que Romelu Lukaku, j'ai jamais vu. Et l'impact physique qu'il a sur les défenses, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. S'il est là face à l'Italie et s'il est là face à la France, il sera quand même très attendu. Moi, juste pour le fait qu'il connaît très très bien le style de jeu italien. Évidemment, il vient d'enchaîner 4 saisons en Italie là, donc j'espère quand même bien que ça va tilter dans la tête de Domenico, qui est quand même à moitié italien aussi, on le rappelle, tu vois, qui va se dire tiens, lui il joue très très bien contre des Italiens. il sera là. Évidemment, il va être là. On le sait. Il sera là, il sera titulaire. Qui pour accompagner Charles de Ketelaere et Lukaku devant? Qui d'autre que Jérémy Doku, même si statistiquement il n'est pas sur le meilleur début de saison possible. Okay. Mais il est fit, il court. On le rappelle aussi, Jérémy Doku aussi, c'est aussi quand même un bel impact aussi défensif aussi. Il fait beaucoup d'efforts. Jérémy, c'est un joueur qui, quand il se fait prendre le ballon ou quand il loupe son dribble, par exemple, il va faire tout pour récupérer le ballon. Ça, c'est vrai. Et ça, on le voit. Et ça, on aime ça. On le voit chez un autre joueur aussi dans notre équipe, c'est Kevin De Bruyne. Si Kevin De Bruyne se fait prendre un ballon ou loupe quelque chose, il va aller charbonner pour le récupérer. Et voilà, moi j'aime cette mentalité de non-défaite en fait. Ok, je l'ai loupé, mais c'est bon, je vais le chercher. On le ramène. Doku, pour moi, il reste titulaire en équipe de Belgique. Non, et puis une super mentalité aussi. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur lui. Je pense qu'il y a d'ailleurs aucun joueur n'a quelque chose à dire sur Jérémy Doku. On récapitule rapidement. Castells dans les buts, De Kuyper à gauche, Fast Bast dans l'axe de la défense et Meunier à droite. Au milieu, Onana Sentinelle à gauche, Tielemans à droite, Luke Bacchio. Et le 3 devant, Doku, Charles de Ketelaere, Lukaku. Si on a cette équipe-là. Franchement, je l'aime bien cette équipe. Et en plus, c'est un 11 un peu inédit. On n'avait jamais fait ça. Non, je pense qu'on n'a jamais eu ce 11. Parce que souvent, dans nos 11, il y a quand même Kevin De Bruyne. Quand il est disponible, d'office, il est tout dans On a dû s'en passer aussi l'année passée. C'est vrai, il a été blessé. Voilà pour notre 11. La saison passée, je vais pas dire l'année passée. En réalité, c'était cette année. Oui, c'était il y a 3 mois. 4 peut-être. Pour notre endiablé de la semaine. Est-ce qu'on mettrait pas quand même tout simplement Romelu Lukaku pour le début de saison canon qu'il fait avec le Napoli? En tout cas, ce que j'ai aimé de Romelu, c'est le fait qu'il ait appelé Domenico en disant « Ne m'appelle pas, s'il te plaît. J'ai pas assez joué, je me suis pas assez entraîné, j'ai besoin de retrouver mon meilleur niveau. » De ce que j'en sais et de ce qu'on en a entendu dans la presse, il s'est énormément entraîné. Et on le sait, Romelu, c'est un bosseur. Ouais, il est fit. Je veux dire, c'est le genre de gars... Tu le rappelles une semaine après, c'est plus le même gars. Pourquoi ? Parce que le mec, il a enchaîné 80 heures d'entraînement, dont une trentaine ou une quarantaine d'heures en solo. Parce que Romelu, pour les gens qui savent, c'est quelqu'un qui est capable de s'entraîner tout seul. Et ça, dans tous les clubs où il a été, tout le monde vous le dira, Romelu, c'est parfois un gars qui part plus tard que les autres. C'est aussi un gars qui parfois arrive un peu plus tôt que les autres. Ouais, mais c'est aussi ça qui fait un grand attaquant. Voilà, et j'en connais un autre qui est dans cette mentalité aussi, c'est un grand joueur, Cristiano Ronaldo. On sait qu'il a cette mentalité aussi. Oui, plus bosseur que Ronaldo, je pense que c'est difficile de faire. Je pense que on est face à des joueurs qui continuent que le travail peut payer. Et ça, c'est important aussi de le souligner, c'est qu'il est il a tout fait pour revenir à son meilleur niveau. Il est en train de le montrer avec Naples, évidemment avec son entraîneur fétiche, Antonio Conte. Antonio Conte, ouais, voilà. C'est cool pour lui. Moi, je suis hyper heureux, en fait. Et j'espère qu'il va ramener cette mentalité dans les Diables, dans les jeunes joueurs aussi, ou dans les joueurs qui se croient déjà arrivés, quoi. Typiquement, des Amadou Onana qui, je pense, des fois... ils se pensent un peu arrivés. Ouais. Il prendra peut-être le relais d'un Kevin De Bruyne qui, à mon avis... ne sera pas là pour les matchs face à l'Italie et la France. Retour de blessure. On aura notre deuxième capitaine, Romelu Lukaku, on le sait, c'est lui le vice-capitaine. Je ne doute pas que quand tu as un Romelu Lukaku comme capitaine, c'est encore un autre délire que Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, je pense que c'est plus son intelligence de jeu, même si on le remarque, malgré le fait qu'il rouspète et qu'il crie, ça n'a des fois pas l'air de bouger sur le terrain. Alors,
est-ce que finalement ça ferait pas plus de bien d'avoir un Romelu? Est-ce que finalement Amadou Onana il va faire le malin avec un Romelu? Peut-être qu'il risque d'avoir un peu plus peur en se disant je vais te casser en deux. Toi, j'ai compris, c'est ça. Tu vas bosser. Hein. Allez, on verra ça de toute façon pour les matchs face à l'Italie et à la France. On va enchaîner pour finir avec notre émission du jour sur la grosse question de la semaine. Jingle. Et justement, notre grosse question de la semaine, elle va être simple. C'est pour moi, est-ce que Tedesco, il peut rester à la tête des Diables Rouges si jamais la Belgique enchaîne 2 défaites d'affilée lors des prochains matchs de Ligue des Nations? Ouais, pour moi, c'est out. Hein. S'il loupe ces 2 matchs, c'est out. On est d'accord, il joue sa tête. Pour moi, il joue sa tête. De toute façon, ça a déjà été maintes fois dit, ne serait-ce que la tribune, dans la presse. Voilà. Encore une fois, en Belgique, on a cette vieille habitude de prolonger les entraîneurs avant les échéances, qui est pas une très mauvaise idée. C'est-à-dire que le gars, il est sans pression, moi j'ai signé un contrat, au pire, si vous me virez, j'aurai des indemnités. Ouais, voilà, c'est encore une fois, on sent qu'à l'Union belge, ça. La Fédé, là, n'importe quoi. On sent que c'est pas géré, et on le rappelle, hein, ils ont de gros problèmes actuellement aussi au niveau argent, etc. Donc, offrir une prolongation à un entraîneur 2 mois avant une échéance comme l'Euro, mais qui fait ça, quoi? Mais surtout qu'un entraîneur qui a rien prouvé. Oui, surtout ça. Donc, on espère quand même pour la Belgique. Ah, parce qu'on rappelle, son bilan. On a critiqué le bilan de Martinez à certains moments. Voilà. Je crois que Domenico a déjà perdu plus de matchs que Martinez n'en a perdu. Donc, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. On espère qu'il y aura quand même un bien meilleur sort face à l'Italie, face à la France. On va pas se mentir, ça va être compliqué. Hein. C'est vraiment deux gros tests énormes pour la Belgique là, qui arrivent, ouais, et pour Tedesco. Et pour les joueurs aussi, hein, parce que franchement, faut prouver. Va falloir prouver quelque chose, hein, parce que là, moi j'ai juste vu des cônes sur le terrain. Hein. Face à la France, on a subi pendant 80 minutes. C'est pas acceptable. Ouais, je me mets à la place de n'importe quel supporter belge. Voir ce type de match, en fait, ça fait mal au cœur parce que tu te dis, mais on a vraiment les capacités pour faire mieux. De pas avoir l'envie. Je comprends pas comment tu peux pas avoir l'envie de jouer alors que tu joues contre la France, qui est ta bête noire, si tu le dis, nanana. Pour moi, il n'y a pas de match plus d'enjeu, quoi. Enfin, je peux comparer ça à un derby. Je veux dire, est-ce que tu penses que les joueurs se donnent pas quand ils se font un Barça Real? Ouais, et c'est vrai que là, l'envie, c'est presque un classico. C'était là, criant. Voilà, là, je suis désolé, l'envie, elle doit être là. Hein. Tu joues face à la France. France qui, en plus, on l'a vu, les 20 premières minutes, était prenable. Hein. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs. Voilà. C'était fini. Peut-être qu'ils avaient mangé 1 heure avant et que la digestion est tombée après 20 minutes, j'en sais rien, trop lourd, tu vois. Trop lourd. Allez, on va terminer l'émission avec des petits arrêts de jeu très rapides pour vous parler des matchs à ne pas louper cette semaine et d'ici au prochain rassemblement, mais surtout cette semaine. On va surtout mentionner les matchs d'Europa League qui arrivent demain et jeudi. Donc, on a Anderlecht, Ferencváros et Fenerbahçe contre l'Union Saint-Gilloise. Ouais, ce sont les premiers matchs d'Europa League d'ailleurs. Hein. Europa League. On rappelle, avec le nouveau système de la Ligue des Champions, la semaine passée était dédiée toute la semaine presque à la Ligue des Champions. En gros, c'est une semaine à intervalle. Il y a la Ligue des Champions, puis la Ligue Europa, et je ne sais pas où vient se mettre l'Europa League conférence dans cette histoire, mais j'imagine que ça doit être le jeudi sur une des deux semaines, je sais pas encore. Et le match aussi à noter en Allemagne pour notre ami Vincent Compagnie, c'est Bayern Munich, Bayer Leverkusen ce week-end, samedi 18h30, grosse affiche de Bundesliga. Premier vrai gros test finalement pour le Bayern Munich de Vincent Compagnie face aux champions invaincus de la saison dernière en Bundesliga. Mais qui sont un peu moins bons quand même ce début de saison. Hein. Ouais. Bah, on rappelle, ils ont perdu contre Leipzig en match d'ouverture, donc... Un peu moins bien, ça c'est vrai. Voilà, ça c'était pour les matchs à ne pas louper dans les jours qui arrivent.
On va vous laisser là-dessus et on vous donne rendez-vous semaine prochaine, courant de semaine prochaine, donc pour un épisode de réaction finalement à la prochaine liste de Domenico Tedesco, puisque les matchs arrivent là très rapidement. Dans 2 semaines, on a de nouveau une fenêtre internationale avec les matchs Italie et France. Donc notre prochain épisode sera un épisode React sur la liste. On vous attend et on vous promet une petite surprise avec ça. Ouais. On verrait bien. Un petit nouveau format pour le 11 ans diablé, après l'audio, après le live. Ça bosse en tout cas. Boulot, tout le temps le boulot. Hein. Ça bosse. Donc on vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Et d'ici là, amusez-vous, regardez du foot, kiffez la life, quoi. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est ça. Allez, Allez, salut. bisous.